J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous, petit disclaimer avant de commencer, ceci est la deuxième partie du final de cette saison 2. Avant on a fait toute une partie avec des quiz et des blind tests, et comme des blind tests, il y a des musiques et des musiques qui ne sont pas libres de droit, je n'ai pas envie de les mettre sur YouTube ou SoundCloud pour pas me faire striker. Donc je vous laisse avec la deuxième partie, mais sachez que la première partie est disponible sur le flux RSS sur PodCloud, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller l'écouter. Et sur ce, je vous laisse avec cette deuxième partie. Et bonne émission. Allez, bye. Yo, voilà, on va dire yo pour tu parles pendant qu'elle. Donc on se disait, on a presque tout le monde maintenant, sauf Johnny, puisqu'on fait le petit tour de table où on a presque toute l'équipe. Il manque que Faye qui a pas pu venir, mais qui fait pas vraiment officiellement partie de l'équipe, qui vient juste que pour nous aider de temps en temps. Si, mais fais ton deuil de l'avoir. Tu la verras pas dans les émissions. Je Discovery. Mais on lui fait un bisou quand même. Il y a Romain qui vient d'arriver. Salut Romain, ça va? Salut. Non, c'est. Non, je croyais que tu m'appelais à moi. Pardon. Non. T'as passé une bonne semaine. Tu t'es remis de Lock and Key comme il fallait. Est-ce que t'as pu le finir du coup? J'ai pas pu finir, non, mais c'est dans ma liste. D'accord. Du coup, là on vient de faire un espèce de blind test. Je sais pas si je pourrais le mettre sur le podcast ou je le mettrai à part peut-être pour pas me faire striker la face. Et là on va partir sur. J'avais envie de revenir un peu sur les news marquantes et j'ai pas fait mon taf, je les ai pas notées, mais on va essayer de l'improviser parce qu'on est fort pour improviser, non? Autour de cette table. Je pense qu'on va aller. On va essayer de s'improviser un peu les news qui nous ont marqué, les trucs un peu marquants de cette année 2018. Et après on va revenir sur. On a fait élire, où chacun a donné son top 5 des comics qu'il avait préféré lire cette année. Et j'ai demandé aux auditeurs de faire un top 3. Du coup on a une espèce de. Lu dans l'émission, effectivement, oui. Oui, parce que vous t'allez pas noter des trucs, effectivement. Merci aux auditeurs qui ont voté pour l'Espagne, la France et la Russie, vous avez rien compris. Non, mais on a eu pas mal de. Franchement, on a eu plus de 20 gens qui ont répondu au classement. Et c'est cool, du coup, on a un petit classement avec des ex-aequo, malheureusement, mais on fait avec ce qu'on a. Donc on va parler des. De quoi? Je dis merci pour leur participation. Ouais, c'était vraiment cool. Plus vous êtes et mieux c'est. Effectivement, beaucoup sur Twitter, les gens sont vraiment actifs sur Twitter. Des gens bien. Effectivement. Donc avant ça, on va faire, comme je disais, un petit. Moi, je pense que je vais commencer ou on va faire un petit tour de table. Qui c'est qui a une idée déjà? Commence. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Commence. Alors, je vous ai laissé une heure pour réfléchir, mais perso, j'ai pas réfléchi. Bah bravo. Du coup, moi, je vais commencer. Moi, le truc qui m'a plus marqué, c'est les news par rapport à la série Watchmen de Damon Lindelof qui est en train de se tourner. Là, je crois que le pilote vient de finir d'être tourné. Il va être. Non, c'est pas ça qui va être présenté non, c'est Jojo Bizarre Adventure. Non, celui qui va être présenté là au prochain Comic Con, c'est non, c'est Academy, c'est Umbrella Academy. Ce qui va être ou c'est présenté. Dédicace. Je croyais que c'était Umbrella, peut-être, je ne sais pas. Moi. En tout cas, moi, c'est Watchmen qui me hype beaucoup. Je trouve que le principe, donc pour les gens qui ne sauraient pas et qui n'auraient pas suivi, en fait, il va partir et au lieu d'adapter vraiment Watchmen, il va partir sur les flics et la vie des flics dans le monde de Watchmen. Je trouve ça un peu sympa. Je trouve que ça me fait beaucoup penser à un de mes comics préférés de tous les temps, qui est Gotham. Oui, je le dis souvent. C'est Gotham Central, donc qui est la vie du commissariat des crimes majeurs de Gotham, et en fait vous voyez Batman qui apparaît en filigrane, et là ça va être pareil, on aura en filigrane le monde de Watchmen et en plus la vie des flics de ce monde, et je trouve ça c'est un parti pris intéressant plutôt que de refaire Watchmen, puisqu'au final moi j'aime beaucoup le film de Snyder, je trouve qu'il est ce qu'il est et il est cool quand même, c'est une bonne adaptation. Lisez plutôt le comics avant. Oui. Mais après, c'est vrai que voilà, une fois qu'on l'a vu, le thème est abordé. Ouais, c'est fait quoi. Bon, il c'est case par case pratiquement, donc ça sert à rien de refaire. Ça change beaucoup quand même. Oui. Case par case. Ça dépend des trucs. Et je trouve que partir sur un truc
comme ça, qui adapte sans vraiment adapter, c'est plutôt intelligent. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi autour de la table, Mathieu. Bah ouais, d'autant plus qu'il y a quelques années, lorsqu'ils avaient fait l'événement Before Watchmen, qui était une série de comics autour de Watchmen fait par des artistes qui n'étaient pas Alan Moore, ça avait fait un tollé monumental auprès des gros fans. Du coup, le fait qu'il fasse quelque chose dans cet univers qui est intéressant, parce qu'il est très branché géopolitique et très représentatif d'une certaine Amérique, c'est bien. Et le fait qu'il le fasse un peu en side project sur des trucs un peu en décalage sans trop prendre de risques, c'est plutôt intelligent. Et puis Damon Albarn, c'est quand même un gars qui c'est un a mec fait cool, des trucs sympas. Bah, donc, pour le coup, moi, il est derrière Lost, il est derrière The Leftovers, la meilleure série de tous les temps. Non, c'est Lost la meilleure série. Non, c'est The Leftovers. Ça se voit que t'as pas vu The Leftovers. Mais tu l'as pas vu. Mais pour moi ce sera Lost pour alors, c'est Legends of Tomorrow, la meilleure série de tous les temps, c'est Luke Connell. C'est chez Bon, il a fait Prometheus aussi, le gars, mais bon, il peut pas être bon partout tout le temps. Non, il est Strict Doctor sur donc il a pris un bon truc. Mais pour le coup, c'est plutôt intéressant l'angle qu'ils prennent. C'est intelligent dans le sens où tenir une série avec Watchmen, le film de 2h30 ça passe, mais suivre toute une série aussi, je sais pas s'ils vont faire ça aussi torturé que le comics ou que... je pense que ça a l'air parti sur un truc vraiment très sombre et très, de toute façon c'est HBO qui produit, donc ça va être HBO, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Romain qui est très polar, truc comme ça, et là ça a l'air de partir un peu dans ce délire là. Est-ce que toi c'est un truc que tu regarderas Bah déjà c'est Lindelof, donc c'est sûr que moi je vais regarder. Le casting était plutôt pas mal, de ce que j'ai compris, il a pas pris des grosses stars, mais au final, vu qu'on devrait moins les voir puisque ce seront plus les personnages centraux de l'intrigue, puisque ce serait normalement les flics. Donc je suis assez curieux pour le coup de savoir ce qu'ils vont faire. En plus il l'adapte à notre époque je crois, donc ouais, ce sera réactualisé. Alors je pense qu'il va garder le système du chronie, mais il va faire un saut dans le temps pour la ramener de nos jours. Alors Jordan, au lieu de faire des trucs relous à côté. Pas des trucs relous. Si, il y a Mathieu qui me regarde et ça te fait rigoler. Allez, vas-y, donne ton avis au lieu de. Attends, t'es en train de m'expliquer. Je vais faire une série Watchmen, mais il y aura pas les Watchmen. En fait, on va être sur les flics. On va le remettre aujourd'hui et au fait, il y aura pas vraiment de lien, mais on aura utilisé le mot Watchmen. Bah non, il utilise l'univers tout en. Ils ont fait une série Batman sans Batman, hein. Alors c'est une série Gotham. Ouais. Il n'y a pas marqué Batman. C'est pas faux. Donc là, t'es en train, déjà le contexte historique, il était important, quand ça a été fait, etc. Il garde l'état d'esprit tout le délire autour de les manifestations autour des policiers qui. Ah mais t'avais un contexte politique. T'avais quand même, c'est le mec qui l'a sorti en plein milieu de la guerre froide quand même. C'était un moment où les complots étaient partout. Oui, mais Lindelof, il est pas con. Il va faire un truc qui peut faire écho à ce qui nous arrive en ce moment. Effectivement, je suis assez d'accord pour le coup avec Jordan. C'est que du coup, si jamais on actualise effectivement les Watchmen, je vois plus où le sens est. C'est-à-dire que si on prend, sans rentrer dans le spoil ou pour les auditeurs qui n'ont pas lu ou vu, le principe c'est que le personnage du comédien, il a vécu les affres de la guerre du Vietnam. Ouais. Mais du coup, la guerre du Vietnam, là, on est quand même un petit peu loin. Et effectivement, on est surtout dans la guerre froide. Donc là, on peut essayer d'assimiler ça un petit peu avec Daesh, mais c'est pas du tout la même chose parce que la guerre froide était une guerre cachée, alors que là, on est dans le terrorisme. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'elle va faire, ou ce qu'il va faire. Mais effectivement, là, pour l'instant, comme tu le dis, actualiser, je vois pas trop où ça veut en venir. Mais est-ce qu'ils font actualiser ou ils vont faire un bond dans le temps où ça se passera de 2 jours avec ce qui s'est passé pendant la guerre froide et la guerre du Vietnam? Ouais, mais les répercussions sont moins là. Là, les répercussions du Vietnam, on les sent pas, nous. Ouais, mais du coup, il y aura plus les répercussions du Vietnam vu qu'il aura déjà vécu. Ce sera les répercussions de l'Afghanistan et d'un crash boursier. Il y aura plus le comédien. Ce sera clairement pas une suite parce que le comédien est casté. Ah, d'accord. Voilà. On a découvert de toute façon tout son background au niveau des flashbacks. Je pense qu'on n'a pas grand chose à apprendre de lui, des nouveaux trucs à apprendre de lui dans une nouvelle série. Donc je pense que vraiment ce sera pas déjà il avait dit que ce serait pas la suite. Et je pense que il y a de quoi faire. Il y a d'autres guerres. Moi je me demande s'ils vont pas faire un truc avant que le Docteur Manhattan arrive et qu'on verra dans la série l'impact de l'arrivée de Manhattan. Sur le monde, c'est possible, mais de toute façon, je trouve pas ça con parce que l'histoire de Watchmen, on la connaît bien. Le film est relativement fidèle hors de 3 trucs comme la création des extraterrestres, tout ça. Enfin, c'est un peu épuré parce que ce serait très long. On te vire toute la partie aussi des mecs qui lisent le comics de pirates. Dans la version longue, ça y est, ça. Ah, j'ai pas vu la version longue. Ça doit être sympa. En tout cas.
on connaît l'histoire, le comics est suffisamment lu, suffisamment vendu pour qu'on n'ait pas, ce serait pas intéressant. Donc c'est Lindelof, moi je lui fais confiance pour faire un truc vraiment bien. Il a adapté The Leftovers, qui n'était clairement pas du tout prévu pour être adapté. Tout se passe dans la tête des personnages, mais t'as aucune action dans le bouquin. C'est vraiment sur le ressenti, sur le vécu des gens. Et il a créé... tout le monde qui dit qu'il est sur rien. Et il a créé une super série. À partir de ça, il est resté plus ou moins fidèle, mais en gros, il a réécrit c'est une réécriture du bouquin et ça marche vachement bien. Parce que les deux sont très complémentaires. La fin est superbe, toute la série est superbe. Ok. Et dernier petit truc, tu l'as mentionné tout à l'heure, Mathieu. On parlait de Before Watchmen. On a vu que c'était possible de faire un truc très cool. Parce que moi, je continue à le dire. Before Watchmen, c'est vraiment très très cool. Notamment Minutemen de Darwyn Cooke, qui est vraiment exceptionnel. C'est possible de faire dans l'univers de Watchmen un truc vraiment très cool. Continuons en série télé, pourquoi pas quoi. Ouais, non. Après, c'est vrai qu'Alan Moore est toujours très sketchy par rapport à ce qu'il a fait. Mais en attendant, oui, il a créé un univers. C'est très bien, mais effectivement les adaptations, notamment les Before Watchmen, sans prétendre être équivalents, offrent quand même une très bonne vision du truc. Donc oui, allons-y. Ok. On va. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter, de penser à une news? Jordan. Non, je rigole. Moi. Vas-y, Lolita. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé que c'était hyper cool le petit extrait du prochain animé Spider-Man. Ouais. Qu'on avait vu il y a quelques semaines. C'était très pop, c'était très cool, très coloré, et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Ouais, le trailer est vraiment sympa. Il est super dynamique et tout, je trouvais ça très sympa. Et l'idée de faire Spider-Verse, donc un animé où vous verrez tous les Spider-Man des autres univers. Après les premiers retours, c'est pas vraiment ça en fait. Ah ouais. Très bien, bon ben voilà. C'est pas vraiment. Mais en fait, le mec regarde tous les spoilers, c'est abusé. Il a pas le temps. Que des choses qui m'intéressent moyennement. Alors du coup, je pose la question, peut-être que tu le sais, mais le Spider-Cochon, il y est ou pas? Il y a un petit caméo peut-être. C'est ça, je dis rien. Et d'Homer Simpson aussi, en référence à la référence. Du coup, ouais, moi c'est un film je crois que c'est le film que j'attends le plus en 2018. Non, ce n'est pas Venom, ce n'est pas. Il y a quoi qui sort il y a Rothman qui sort dans 2-3 semaines. Il y a La Reine des Neiges 2, je crois. Ah ouais. Non, celui-là je l'attends. Il y a Mary Poppins. Bizarrement, moi je l'attends aussi. Vraiment, La Reine des Neiges 2, il y a Dragon 3 qui devrait sortir aussi bientôt. On parle de trailers qui sont sortis, mais ça n'a rien à voir avec le comics. Mais ça a l'air cool. Moi j'ai pas aimé le 2. Bon, c'est pas grave. Donc oui, moi Spider-Man, ça me hype beaucoup. Le jeu aussi, il hype. Moi, il me hype beaucoup. Ouais, le jeu sur PS4 a l'air très très sympa. Du coup, personne n'a pensé à des news. Vous êtes vraiment. Si, allez-y. On y a tous pensé là. On a pensé à la news qui est le plus revenue cette année. Gambit. L'annulation de The Crow. Ah oui, c'est putain mon dieu. Tout ce qui est au niveau de l'émission numéro 32, 33, 34, 35, 36, 37. On en a parlé. Mais moi, j'ai vraiment. Je sais pas. J'avais envie de voir ce film. J'avais vraiment envie de le voir ce film. J'attends la prochaine équipe qui va le prendre et l'annuler. Ça m'intéresse grandement. Et on aimerait remercier d'ailleurs toutes les productions de Kitty Pryde, le film, Gambit, The Crow, Lock and Key, Channing Tatum, Venom, Doctor Doom. Voilà, tous ces films qui nous ont permis de faire de bonnes blagues pendant toute une saison, en espérant que l'année prochaine soit aussi riche avec les mêmes films. Bah ouais, le film Joker avec Jared Leto. On a oublié, merci Warner, merci de nous faire rêver avec ces plannings extraordinaires qui changent tous les mois. Le Batgirl de Whedon qui sera jamais là, les 3 Jokers, les Joaquin Phoenix, ils en sont où? Le Batman de Matt Reeves qui est annulé, qui revient, C'était ma news. Qui revient. Mais je crois qu'il est en production. On va pas en parler. Ça va m'énerver. Ouais, c'était ma news. La stratégie de Warner par rapport à mais ils ont pas de stratégie. Justement, ou la non-stratégie. Mais là, vu qu'ils sont avec AT&T, ils ont un peu plus de tics. Ils ont annoncé je sais pas combien de films, plus ou moins en relation avec leur univers ou non. Ils annoncent 3 films le film avec Joaquin Phoenix. Ouais, le film avec Jared Leto et le film avec Harley Quinn et le Joker. Enfin, ils savent pas où ils veulent aller quoi. Pour le coup, on va peut-être avoir des véritables parodies porno des films. Il y a Suicide Squad XXX. Oui, non, mais voilà, avec le Suicide Squad était déjà une parodie. Et je crois que le Ant-Man XXX, tu crois que c'est quoi qui fait grandir Il y a un Justice League, il y avait des gens qui disaient sur internet que le poster du film Justice League parodique était plus beau que le poster. Le film est mieux, ouais.
Tu l'as vu, tu peux faire une. Les acteurs sont bons. Tu lances une review du. Le Batarang de Batman est fou. Non, je crois que t'as oublié, t'as modifié une lettre là. Non, c'est pas le Batarang. Bon, on va repartir sur ce classement, ce fameux classement qu'on a fait avec les auditeurs. Il n'y a pas d'autres news. Et moi j'en ai une si tu veux. Tiens, je m'y fais maintenant là. Attends, oui, c'est bon. C'est le retour éditorial de. Non, ça rigole pas, c'est une vraie news de Karen Berger qui est revenue chez Dark Horse. Donc, Karen Berger, c'était une grande éditrice, une des grandes femmes des comics qui a édité des comics extraordinaires dans les années 80-90 chez Vertigo. J'en parle souvent, je parle que de ça les 3/4 du temps. Le Sandman, le Preacher, le Eye the Last Man, Fables, il y en a je sais pas combien, Transmétropolitan. Scalt et compagnie, et qui revient faire un label chez Dark Horse cette année, et dans le même temps DC Comics relance aussi le label Vertigo qui s'appelle DC Vertigo. DC Vertigo, ça sera pour l'année prochaine, même si les premières annonces sont pas extraordinaires, c'est toujours bien d'avoir un imprint aussi, comme ça. On a commenté les premiers pitchs des les pitchs ont l'air sympas. Oui, j'avais dit qu'il m'avait vendu un peu de rêve, et parce qu'ils voulaient faire du grand nom revenir, et forcément tu penses Gaiman, Garcenis, Warren Ellis et tout ça, et pour l'instant Grant Morrison, mais bon voilà, on va donner sa chance au produit de toute façon, et c'est bien d'avoir un imprint un peu indé, il y a du savoir-faire chez Vertigo. Il y a le Black Label aussi. Je pense qu'effectivement tout ce qui va arriver en termes Vertigo et Black Label, Urban compte s'en charger. En tout cas, c'est la politique qu'ils avaient et l'idée qu'ils avaient, et dans la mesure où c'est des vrais gros passionnés, mais de ouf, et merci pour eux quoi. Urban, ils lancent leur Black Label aussi en même temps. Ils lancent leur Black Label, et ils lancent aussi, mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, tu parlais de Neil Gaiman justement, là Urban sort une nouvelle collection qui s'appelle Urban Graphics, ils ont déjà fait AD, et là le prochain c'est American Gods de Neil Gaiman, qui va être, si je dis pas de bêtises, mais je vais essayer. Mais la BD elle est cool. La BD a l'air très bien, scénarisée par, il me semble, Remender, je suis pas sûr, mais les dessins sont, il me semble là encore, par Sean Murphy. Et donc ça s'annonce. C'est le roman en BD quoi. C'est le roman en BD. Mais il pourrait on peut pas faire mieux. Parce que j'ai beaucoup aimé le roman, mais après. C'est cool, on a fait 10 minutes de news quand même. Vous avez un dernier truc à dire autour de la table ? Un truc sur Star Wars ou X-Men ? C'est nul les deux. Tu n'attends pas Si, j'attends absolument le mariage de je sais plus qui, parce qu'en fait ils ont changé au dernier moment. Ils nous ont eu. D'ailleurs, c'est Gambit et Rogue qui se marient. C'est pas du tout Kitty Pryde et Colossus qui se marient, c'est Gambit et Malicia. Donc on s'en foutait des premiers, autant dire que les deuxièmes. On s'en bat les couilles toujours. On est vraiment désolé. C'est un peu dur. C'est quand même Rémi Lebeau. Ouais. Alors remarque, peut-être ça pourra relancer le projet de film chez Nick Tatou. Et du coup, il y a une série qui lance la préparation du mariage. Une série en commun avec Rogue et Gambit. Oui, on s'en fout toujours, mais bon, c'est oui, d'accord. 4 X-Men en enterrement, tu sais, un truc comme ça, avec une espèce de parodie où on prépare le film de Gambit et ce serait top. Bon voilà, c'était la petite news un peu marrante pour finir. Est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale? Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai fait un classement. J'ai sorti 4. On fait une petite pause musicale et après on passe au classement. Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery. Et donc c'était Gorillaz Humility grâce à Tim qui l'a reconnu. Énorme fan de Gorillaz. C'est toi qui m'a conseillé de regarder le clip qui est très cool avec Jack Black qui fait de la guitare et qui est très cool. Du coup, je disais, on a fait on a élu grâce à tous les membres de l'équipe et en plus grâce aux auditeurs les 10 meilleurs comics qu'on a traités cette saison. Donc c'est les comics dont on a parlé dans l'émission. Pas de enfin les trucs qu'on n'a pas traités. Voilà, c'est pas de trucs Panini quoi. Voilà, exactement. Il y a vraiment peu je crois qu'il n'y en a pas dans le. Si, je crois qu'il y a quelques trucs du Millard World, de la merde. Ouais, voilà. Alors, malheureusement, ils sont pas là-dedans. Il y a beaucoup d'Urban. C'est vrai, et ça faisait partie des news, je suis désolé, je la passe juste vite fait. Les nouveaux Spider-Man de Mike Morales chez Panini, ils valent vraiment la peine. Le personnage Ultimate qui maintenant fait partie de l'univers normal, ils sont grandioses. C'est la série, le série Pekili et oui, c'est ça. Bendis, ouais. C'est ça. Et pour le coup, c'est intelligent, c'est jeune, c'est très bon. Non, pas encore, il n'y a pas encore de gros bouquins. Là pour l'instant on en est au tome 4 et à chaque fois c'est hyper intéressant. Et justement, tu parlais du Spider-Verse et ça surfe complètement là-dessus, puisque du coup le dernier tome présente la relation qu'il va y avoir entre le Mike Morales de l'univers normal et la Gwen Stefani de l'univers parallèle. Gwen Stacy. Gwen Stacy, pardon. Ça n'est pas la même personne. Non, effectivement, l'autre elle chante. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc je le recommande à toutes les personnes présentes sur la table et à toutes les personnes qui nous écoutent. Ok. Bien cool. On va passer au 10e de ce classement.
le dernier. Il y en a d'autres derrière, hein, mais le 10e, c'est Hillbilly. Il y en a eu combien en tout que vous avez traité j'ai pas le titre, j'ai pas le nom en entier, mais la liste est assez longue. Il y en a on a 38 émissions, on a fait une dizaine de hors-série, donc dans le lot, il y avait bien 30 comics à tout casser. Et le 10e, c'était Hillbilly, qui a obtenu 6 points. Oui. Et c'est Romain qui m'en parle. Dont beaucoup de points de moi. J'imagine. Tu l'as mis tu l'as mis excusez-moi, quatrième, ouais. Je l'ai mis parce que c'est surtout pour Eric Powell, pour l'ensemble de ce qu'il a fait. Mais Hillbilly vraiment cool. Et en lui-même c'est génial. Eric Powell, c'est un type qui vit reclus dans le fin fond du trou du cul des États-Unis, et il est fan de tous les mythes de Pecno, et il a créé tout un univers sur la fantasy Pecno aux États-Unis. C'est incroyable. Ça a l'air génial. Est-ce que c'est pas l'ouverture de la présentation de Hillbilly au mot près que tu nous avais fait dans l'émission? J'ai l'impression d'entendre exactement la même chose. C'est possible, j'aime pas. Moi, tout ce qui est vendu avec du Pecno, mais j'achète direct. Mais Hillbilly, ça veut dire Pecno en plus. Oui, ça veut dire Pecno, mais redneck, c'est genre plus au sud, plus Texas, et Hillbilly, c'est vers le Maine, ou je sais plus, un truc comme ça. Et puis ça reste du Powell, quoi. Enfin, le mec, c'est quand même The Goon, et c'est quand même Chimichanga, quoi. C'est génial, c'est un mélange de trucs super drôles. Et en même temps, c'est tellement pathétique. Ça transpire d'émotion. Et c'est jamais trop pathos parce que justement, il y a toujours ce petit côté humour noir qui revient. Et oui, parce que tu es en train d'en parler. Tu as lu le tome 2 ou pas? Parce que je sais qu'il est sorti. Il est sorti. Oui, il est sorti. Ah bon, moi je le verrai demain à la librairie. À demain. Non. Mais oui, c'est pour ça que je voulais savoir si quelqu'un l'avait lu, savoir si le deuxième tome était aussi bien que le premier. Mais j'imagine, parce que la qualité d'écriture de Powell a vraiment progressé d'année en année. On voit du premier tome du Goon au dernier, sa narration a vraiment évolué, il a vraiment développé un truc. Et c'est vrai, comme tu le disais, il est devenu plus sérieux, et je pense que ce qui empêche de finir dans le pathos, notamment dans Hillbilly, c'est son graphisme. Son graphisme qui est cartoon au possible, et qui du coup permet une légèreté dans tous ces textes. C'est, je pense, en partie dû à son dessin. Ah oui, c'est indéniable. Donc moi c'est un coup de cœur aussi, vraiment je le conseille. Vous savez bien vendre les trucs, hein. Franchement moi je suis 100% motivé pour acheter tout ça. En même temps c'est notre métier à tous les deux. Non mais 100%, ça se ressent. Mais chez qui on va aller? Taisez-vous et prenez mon argent. Alors si vous habitez en ville, moi je conseille effectivement en plus la librairie de Jordan qui est Azimut. Si vous vivez effectivement hors de la ville de Montpellier, à ce moment-là Cultura Saint-Onès pourra être plus sympa. Du coup, oui, on était Hillbilly, ouais. Mathieu, est-ce que tu l'as lu? Pas du tout. Ok. Donc mais effectivement, c'est bien vendu. Non, ça fait un moment que j'ai envie de me pencher sur Powell. Effectivement, The Goon et tout ça, ça fait partie des lacunes que je compte rattraper un jour. Ah bah oui, ouais, tiens, c'est une bonne idée ça. Bah c'est bon, ça s'est fait, merci. Jordan, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu le conseilles? Oui, je l'ai lu, j'étais là à l'émission, je le conseille toujours autant. Et sachant que c'est une série courte, ça sera en 3-4 tomes. Donc voilà, faut sauter sur l'occasion. Foncez, c'est cool. C'est des petits contes. C'est un chapitre, une histoire à l'ancienne, où à l'époque on n'avait pas besoin de faire une histoire sur 36 tomes avec plein de rebondissements. Avec un dessin oufissime. Le dessin est beau, l'ambiance est là en fait. C'est surtout l'ambiance, c'est une BD d'ambiance. Tu te poses et tu fais waouh, là je suis rentré dans un univers. T'es pas ouais, j'ai lu un comics. C'est un peu comme les nouvelles de Conan qui n'étaient pas dans l'ordre chronologique. Là, il n'y a pas d'ordre chronologique. On ne sait pas où il va. De temps en temps, il est plus connu que d'autres. De temps en temps, il est une espèce de mythe. Pour les gens qui voudraient passer, c'est un mec qui a des yeux noirs et qui tue des sorcières avec une grosse barbe et un énorme mâchoire. On sait pas trop son origine. Il la raconte lui-même. C'est pas pour ça que c'est vrai. Et puis il y en a d'autres qui racontent son origine aussi de façon différente. Enfin, c'est mystérieux. Je pense que. Bon, en un mot, lisez-le quoi. Ouais, lisez-le, c'est vraiment cool. On va passer au 9ème, et c'est Jordan qui va prendre la parole. C'est Killed or Be Killed, donc du duo, du fameux duo. Brubaker et Sean Phillips. Voilà. C'est beau. Non, voilà, je finirai là-dessus. Très bien. Non, c'est un polar en 3 tomes. Il y en a 2 de sortie. Le dernier sortira en novembre chez Delcourt. On va suivre l'histoire d'un homme qui se sent pas très bien dans sa peau, va faire une tentative de suicide. Il va s'en sortir.
parce qu'on peut pas dire qu'il s'est raté, il va s'en sortir. À son réveil, une ombre noire se propose à lui et lui dit voilà, je t'ai sauvé la vie. Par contre, ça a un prix. Chaque mois, tu devras tuer une personne méchante. Et là, l'ombre disparaît. Une personne qui le mérite. Le premier mois, il se dit mais c'est juste une alu. Le seul truc, c'est que plus on s'approche de la fin de ce mois et plus il tombe malade. Donc, est-ce que c'est son imagination ou est-ce un vrai démon ? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui fait d'un homme un méchant ? Un homme qui le mérite. C'est tout ça dans cette bande dessinée là, c'est super bien fait. Ed Brubaker et Sean Phillips, ils ont fait d'autres choses comme Fondu au noir que je vous conseille aussi vivement dans un autre esprit plus pulp. Mais c'est une claque. C'est Killer Be Kill graphiquement, la narration, il y a tout qui s'enchevêtre parce que le personnage on le voit plus vieux, plus machin, plus truc. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Et on se pose autant de questions que lui. Et là, le deuxième tome vient d'arriver et c'est toujours aussi bon. Et donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment une série courte. Au pire, vous attendez, vous la demandez pour Noël, ils vous offriront 3 tomes, ça fera un joli paquet sous le... Ça s'arrête en 3 tomes En 3 tomes. J'ai lu le premier et à la fin du premier, je me suis dit, j'ai pas envie de suivre ça sur... 3 tomes. 3 tomes. Okay. 3 tomes, donc voilà, sous le sapin, c'est sympa. Voilà. Okay. Et le troisième en octobre. Ok, ouais. Donc j'avais lu, ouais. Du coup, t'avais aimé Ouais, j'avais bien aimé. Ouais. Du coup, c'est cool. Je l'avais lu là, vite fait, en 1 heure. C'est toi qui m'avais prêté. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'était vraiment cool. Romain, tu voulais en parler peut-être parce que t'avais vraiment aimé. Les polars, c'est vraiment ton délire. Moi, c'est mon truc et clairement, Brubaker, Sean Phillips, ils font du boulot de dingue. Et là-dessus, vraiment, on est pris du début à la fin. Moi, je l'ai lu quand j'ai fini le premier tome. Je suis allé sur internet, j'ai cherché et je l'ai lu en VO et j'ai continué. Et je crois que Juni avait fait pas comme j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le top 2 en VF tout lu après. Mais ouais, franchement, c'était une grosse claque et j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment, moi aussi j'ai vraiment kiffé. Pour les gens qui aiment pas trop le dessin un peu comics, un peu ultra bright, comme on peut le voir chez Marvel ou chez DC, là on est vraiment plus. Tu peut-être peux plus en parler, Tim ou Jordan. Non, comme tu l'as dit, c'est effectivement quelque chose de très sombre, c'est très polar en fait. Ouais, mais moi ça fait penser à la franco-belge un peu, il y a ce côté-là un peu. Ouais, il y a un côté effectivement un petit peu franco-belge dedans. Et la colo, je sais que c'est une femme qui fait la colo, il y a vraiment un super taf. Elle a rejoint le duo de Brubaker et Phillips parce que avant leur boulot avant et après son arrivée, c'est clairement 2 choses différentes. Ah ouais, cool. Ah ouais, c'était très épuré le dessin, c'était vraiment pas mis en valeur. Et là, c'est un trio vraiment, ils cartonnent depuis quelques temps, depuis qu'ils sont mis tous les 3, c'est excellent. Ils étaient aussi sur celui d'avant, je sais plus comment il s'appelle. Fondu au noir ou Fatal. Fatal peut-être. Je crois que c'était sur Fatal. Et tout ça, c'est chez Delcourt dans tout le truc de. Oui, c'est chez Delcourt. Ok. Donc bon, on vous conseille vraiment, c'était vraiment très très cool. On va passer au 8ème. Je sais plus qui de Tim ou de Jordan voulait parler de ça. On a le premier ex-aequo au 8ème avec Giant Days. Je t'en prie. Vas-y. T'es un amour, mais on va faire que la moitié si tu veux, on fait moitié-moitié. Giant Days, c'est quoi ? Giant Days, c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui rentrent en fac et c'est sûrement l'un des comics les plus géniaux que j'ai lus ces 2 dernières années. Le 4e tome vient de sortir. Avec ça, ça ne se conclut pas, ce n'est pas terminé, mais là encore, on va suivre un tout petit fil rouge, mais en soi, chaque case, chaque page est tellement drôle et tellement bourré de punchline et de comique que ça vaut vraiment la peine de le lire, mais juste comme un petit instant posé. C'est pas le comics qui va changer votre vie, non. Par contre, il va la rendre bien plus brillante. Ok, c'est beau. Comment tu vas faire pour faire Ah non, mais à toi de rajouter, parce que on est tous les deux amoureux de cette BD, donc... moi, si je devais la comparer, ça serait un petit peu cette légèreté et pourtant ce génie de Community, la série télé, où voilà, on va suivre ces 3 adolescentes, enfin 3 femmes même, parce qu'elles sont adultes, elles sont en fac. Elles sont en fac, donc, et chacune va avoir ses propres problématiques et elles se soutiennent, elles sont là, et en même temps, il y a une espèce d'humour, déjà un combat féministe de chaque instant, parce qu'on voit quand même 3 personnages forts et qui font ce qu'elles veulent et elles emmerdent bien le reste du monde, elles ont bien raison. C'est léger, c'est beau, c'est un truc, voilà, si vous avez une ado qui va partir bientôt à la fac et elle flippe ou elle a envie de partir, enfin, faites-le lire en fait, parce que je trouve que c'est un truc qui rassure sur le début de l'âge adulte. C'est plein de liberté, plein d'expérience et en même temps des regrets, mais on fait ouais, mais c'est ça, c'est ce qui va construire notre personnalité.
Et on voit la construction de ces personnages au fur et à mesure, et ça c'est chouette. Franchement, je le conseille, et c'est pas cher. C'est chez Akileos. Pour le coup, ouais, je continue là-dessus. Effectivement, ça va être une belle évolution à voir. Le premier tome est à 10€ si vous avez des libraires assez sympas. Moi, je sais que je continue à faire passer le prix de promotion parce que ce plutôt chez Cultura, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est sans aller là-dedans. Simple petite chose à savoir au terme graphique. Graphiquement parlant, c'est quand même une des animatrices de chez Disney qui s'en occupe, et ça sent le Pixar, et c'est terrible. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a le côté fraîcheur et cool qu'il y avait, c'est un peu plus kids chez Lumberjane, je trouve, au niveau de la bande de filles un peu... J'allais en parler, ouais, de Lumberjane, qui pour moi, pareil, un comique. Lumberjane est un peu plus enfant, en fait. Lumberjane vers 10-11 ans, on peut le commencer, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là très cartoon. En fait, on a envie de voir, c'est un dessin animé Disney XD ou Cartoon Network, etc. Donc, graphiquement, c'est cette ambiance-là et ça marche. Après, c'est un peu plus réaliste, il n'y a pas tout ce côté fantastique, mais c'est vrai qu'il y a le côté fraîcheur et... Je trouve que c'est un mi-chemin entre Lumberjane et Stranger in Paradise. Où Stranger in Paradise, c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Et Lumberjane, c'est beaucoup plus lumineux. Si on mélange les deux, déjà en termes d'âge, ça correspond. C'est ça. Et la comparaison en termes c'est toujours des femmes plutôt indépendantes qui vivent plutôt seules. Et le pigeon est génial aussi. Ouais, mais le rôle du pigeon est super important dans Giant Day. C'est incroyable, ce personnage est formidable. Alors par rapport à Stranger in Paradise, juste quand même, je rebondis. On parle d'une femme qui à un moment a fait partie d'un réseau où elle prête ses services à un homme, etc. T'es en train de le comparer à ça quand même. C'est quand même une surenchère en permanence, Stranger in Paradise, qui est pas dans Giant Days. Non, c'est sûr. Et tu parlais du pigeon, du coup je me permets aussi de rebondir là-dessus. Parce que moi je veux savoir des choses sur ce pigeon. Qui est-il ? Alors le pigeon, je vais pas en parler parce qu'il est important quand même. Mais Giant Days n'est pas un comics pour femmes. C'est pas parce que les trois personnages féminins sont les trois personnages principaux. À côté de ça, il y a des personnages masculins très forts et qui sont, je pense, très proches, en tout cas moi de ma manière de penser. Donc je m'y retrouve quand même assez facilement. Mais tu regardes Lumberjane, il y a que c'est principalement des histoires avec que des filles, et je le donnerais vraiment à un petit garçon. Oui, voilà. Mais après, c'est ça le truc, c'est-à-dire que les personnages principaux sont féminins, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui, il y en a surtout deux. Vous avez pensé à Véronique Mars aussi, un peu dans le délire. Oui, un petit peu. Mais on reste quand même sur des histoires beaucoup plus. Non, Véronique Mars c'est mieux quand même. Tu parles de Véronique Mars. Concrètement, c'est Kim Possible. J'aime pas. J'aime. Là, tu vois un petit peu l'idée. En gros, Giant Days, c'est Kim Possible en réaliste et en fac. Qui fait pas d'espionnage. Et qui fait pas d'espionnage. Ouais. Ça dépend des fois. Ok, on va passer au deuxième ex-aequo, 8ème, c'est The Fix. C'est The Lilita qui voulait nous en parler, et c'est un comic que j'aime beaucoup aussi. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il était excellent. Il y a vraiment, on va dire, une approche un peu plus mature. On a vraiment plus de violence, je trouve, que dans ce que j'ai pu lire quand j'étais ici. J'ai vraiment adoré The Fix. Moi, comme je l'ai dit à l'époque, mettez de la synthwave, vous mettez Carpenter Brut, Perturbator, vous écoutez ça, vous posez, c'est trop bien. C'est génial, j'adore. Si vous avez aimé Pulp Fiction, je pense que vous aimerez aussi ce type de comics. Les deux personnages on a trop chaud. Excellent, c'est deux flics qui sont pourris en fait et du coup qui font des crimes dans leur côté, et on voit en fait leur approche du crime en tant que criminel et aussi la manière dont ils vont essayer de s'accaparer leur dossier pour s'en sortir. Enfin, c'est plutôt cool et il y a beaucoup d'humour. Franchement, je sais plus avec qui on l'avait fait Mathieu, tu l'as lu The Fix? Oui. Parce que c'était vraiment, moi c'est un truc que un peu dans ton. C'est moi qui ai fait la review, non? Je me souviens plus. Je sais plus, peut-être, ouais. Si, oui, c'est cool. C'est les références que vient dire Lolita, c'est exactement ça. Je crois que j'avais rajouté un peu du Guy Ritchie pour le côté un peu crime, Miami Vice, un peu crime funk. On avait sorti, c'est ça, on est sorti Hotline Miami comme référence aussi. Donc effectivement, oui, voilà, c'est le premier tome. Moi, m'avait pas forcément retourné le cerveau parce que c'est des choses qu'effectivement tu peux voir dans les références qu'on a données. Par contre, j'aurais vraiment été curieux de voir comment va évoluer l'univers parce que ça, c'est quelque chose on veut la suite. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Donc, entre le producteur complètement taré, les bœufs carottes qui sont aussi pourris en fait que le reste, et puis le grand chef de la mafia qui est obligé de sortir ses enfants. C'était quand même très très cool. Donc voilà, c'est dans cette ambiance-là et vraiment je vais lire la suite aussi avec beaucoup d'attention. Moi je l'ai lu parce que j'ai écouté l'émission, m'avait donné envie déjà, voilà, je tenais à le préciser. Mais j'ai vraiment aimé, et en fait j'ai envie que ça continue parce que j'ai l'impression de vivre une mission sur Vice City Story, sur GTA, et je me dis c'était à l'époque où c'était assez plaisant et tellement série B, et c'est la même chose. Moi je trouve que l'humour est là, l'ambiance. Il me semble qu'aux États-Unis j'avais vu 12 numéros US, ce qui fait 2 volumes.
Et il y a eu un trou de publication, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est fini, mais qu'il y a peut-être un stand-by ou il y aura peut-être une espèce de deuxième saison. C'est Nick Spencer et Steve Lieber, pour les gens qui voudraient savoir. Et c'est chez Urban et c'est à 10€ en ce moment. C'est cool. C'est vraiment cool. Et tu l'as lu, Tim ou t'as pas eu le temps encore Alors oui, je l'ai lu, mais rapidement, et je me suis pas assez penché là-dessus, parce que j'ai beau adorer le pulp, je pense que sur ce moment-là, j'étais en vacances. Voilà. Ok, mais tu le reliras ça me donne quand même bien envie effectivement de repartir dessus là. Donc c'était le 8ème de notre classement. Avec 9 points et 9 points pour les deux, Giant Days et The Fix. Comment tu comptais les points ? En fait, vous aviez 5, donc si vous donniez 5, si vous donniez, donc vous faisiez votre classement de 5 trucs. Ça paraît clair. Le premier, je reprends. Vous faisiez un classement de 5 comics, le premier avec 5 points, le deuxième de 4, et voilà. Et les auditeurs faisaient un classement de 3, le premier avait 3 points, et le deuxième avait 2 points. Et à la fin, il mettait Batman. Plus 2 points. Et voilà, vous faisiez plus de points histoire que quand même. Batman Metal reste en bas. Mais sachez que avant qu'on mette les auditeurs, c'était pas du tout le. Mais ils ont vraiment chamboulé le classement. C'était pas du tout le. Ouais, c'est beaucoup plus mal, moi, Metal. T'as bien aimé Metal, mais tu le défendras dans une autre émission. Voilà. Parce que là, on va parler de Seven to Eternity qui était 7ème. Qui c'est qui veut parler de Seven to Eternity ? C'est de la bombe. C'est trop bien avec Jérôme Peña et Rick Remender. Je suis très mauvais pour décrire. C'est de la dark fantasy, je dirais. Donc il y a un volume qui est sorti en VF. Moi, j'ai lu le deuxième en VO. Ça y est, il est sorti le deuxième, formidable. En référence, moi ça m'a fait penser à Willow, le vieux film de Dark Fantasy de Ron Howard, parce que t'es dans une espèce de monde sans les nains. Sans les nains. On sent le côté un peu relou, mais dans un monde comme ça où les méchants ont gagné, en l'occurrence c'est le roi des murmures qui a gagné, et on suit comme quasiment tous les comics de Remender, on suit un père de famille qui a d'énormes responsabilités et qui se retrouve à le dernier de sa lignée. Bon, il y a souvent des pères de famille qui ont des responsabilités chez Remender, et qui est censé, qui finit par capturer le fameux roi des murmures, qui est le gros méchant de ce monde-là, qui est arrivé au pouvoir. Donc c'est un monde fantastique, il y a un bestiaire extraordinaire, c'est Jérôme Peña qui dessine, toutes les pages sont vraiment magnifiques, il y a une créativité assez exceptionnelle. Et pour le coup, c'est très sombre comme comics, il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant, c'est beaucoup plus gris. Et justement, le pouvoir du roi des murmures, c'est de murmurer aux gens et d'arriver à obtenir ce qu'il lui veut de par les désirs cachés de ces derniers, ce qui offre un potentiel de coups dans le dos et de lassitude assez intense. Et pour le coup, voilà, c'est comme beaucoup chez Remender aussi, c'est pas très joyeux, ça porte pas sur l'espoir, c'est assez anxiogène, par contre c'est très prenant. Et c'est très beau. C'est magnifique. Et pour le coup, même à la fin du volume 2, moi il m'a pris à contre-pied une paire de fois, je sais plus du tout où c'est qu'il va aller avec son comics, et ça m'arrive pas souvent. Donc si vous voulez vous laisser embarquer, alors c'est une grosse aventure qui s'annonce, mais pour le coup dans le style, moi je suis vraiment emballé. Ça arrive pas souvent, si avec Rick Remender, tu prends Black Science, au bout d'un moment tu comprends pas où il veut aller. Oui, Black Science c'est un bon exemple aussi. Et il faudrait que je relise ce qui s'est passé avant, Deadly Class pareil, plus ça avance et plus on se dit mais de manière générale après dans les comics globalement. Ouais, mais Remender c'est vrai que ça c'est sa spécialité. Très bon contre-exemple. Moi ça m'a fait penser surtout au niveau du dessin à la quête de l'oiseau du temps de Loisel, je sais pas si ça vous... Ouais, c'est très léché, c'est très européen comme style. Même visuellement, il y a beaucoup de choses que tu vois pas vraiment dans les comics. Ouais, et Peña, c'est super beau quoi. Pour moi, clairement, c'est le plus beau titre qu'on ait lu cette année. Niveau graphisme, moi je le classe en numéro 1. C'est pour ça qu'il est aussi rentré dans mon top 10, dans mon top 5. J'ai mis Romain. Et d'ailleurs, si tu l'as mis si, moi je l'ai troisième. Il fait partie des rares titres où j'ai acheté le tome 2 avec Killer Be Killed. Ah ouais, de Billy demain. Ah ouais, il est Billy demain. Mais ouais, c'est vraiment un super comics et ça part vraiment. On a l'impression qu'on va lire une quête d'Heroic Fantasy plutôt classique. C'est marrant parce que l'Heroic Fantasy, on n'en voit pas tant que ça au fait en comics. C'est très rare en comics. C'est très rare adapté en français. Alors pour le coup, c'est très rare en comics. Ces 2 dernières années, on a quand même eu Rat Queens, on a eu Autumnland. Enfin, c'est devenu quand même quelque chose d'assez régulier. Ça a beau être plus franco-belge, tous les trucs de soleil surtout. Les elfes, nains et tout, oui. Mais après, effectivement, rien que ces 2 dernières années, effectivement, avec Skybourne là qui vient de sortir, il y a eu quand même beaucoup de comics sur la fantasy. Okay. D'ailleurs, Non, c'est bien, moi je pense que c'est bien. Et ce qui me fait penser, parce que aussi niveau dessin et niveau ambiance, etc., si vous l'avez pas lu, parce que vous êtes peut-être lecteur que de
comics. C'est le grand pouvoir du Schnickel, quand même, de Vanham, qui est Julie Rosinski, qui est juste magnifique en noir et blanc. Pareil, si vous aimez le beau dessin. Est-ce que tu es en train de faire de la promo pour de la franco-belge dans notre émission? Oui, mais tu n'as qu'à le lire. Et effectivement, tu citais La Quête de l'Oiseau du Temps. En vrai, Seven to Eternity est bien plus proche du grand pouvoir de Schnickel. Ah ouais, ok. Bah, j'ai pas lu ce qu'il a dit. À l'occasion, vas-y, parce que là aussi c'est pareil, c'est de la fantaisie avec une idée derrière, avec une morale et une grosse claque et une grosse surprise. On va rester sur un univers un peu fantastique avec Unwritten de Mike Carey et Peter Gross, je crois, au dessin. C'est encore moins. C'est du Vertigo, donc forcément c'est avant Mathieu tout, qui en parle. Russie-Uruguay, il y a combien, Gilles? Bon, 3-0 pour l'Uruguay. Formidable. Un carton rouge pour la Russie. On parle de foot ici. Oui, Star Wars, c'est bien. C'est l'émission d'après le sport. Hein. Non, Zone Wheaton, il est 6ème, c'est ça? 5ème il est 6ème. 6ème. Il est 11 points. C'est surprenant parce que alors moi j'ai beaucoup aimé, mais moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est quand même un comics assez difficile d'accès. J'ai combien de temps pour résumer ça? 5 minutes, bon, ça va être compliqué. Tu l'as mis 3ème. Oui, j'ai mis 3ème moi quand même, j'hésitais avec Fables. Donc c'est en gros l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tommy Taylor qui vivote, qui survit grâce au succès de son père, qui est un grand écrivain qui a écrit une espèce de Harry Potter. Voilà, c'est exactement ça en fait. En gros, alors c'est tellement semblable à Harry Potter que c'est même pas un plagiat, c'est un hommage. Il y a même une raison dans le comics pourquoi est-ce que ce personnage ressemble autant à Harry Potter. Donc le personnage de ses romans mystiques à lui s'appelle Tommy Taylor. Il a été inspiré par son propre fils. Et cet auteur a disparu, donc le père du héros, et ce personnage continue à vivre sur le succès de son père en allant de festival en festival. Ce qui n'est pas forcément très glorieux, jusqu'au jour où il s'aperçoit en fait que les similitudes entre le bouquin qu'il a écrit et sa vie à lui commencent à être particulièrement troublantes. Il y a 2-3 personnages qui sont curieusement ressemblent beaucoup aux personnages des romans qui commencent à arriver dans sa vie. Et à partir de là, il faut s'accrocher parce que c'est pas évident à suivre. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai dit, je crois que c'est un comic qui m'a fait retourner le cerveau une paire de fois. On part dans des thématiques assez hallucinantes sur les contes, sur la manière de conter, sur l'importance de l'histoire même, de l'histoire des histoires avec un petit H dans l'histoire de l'humanité. C'est très érudit, même trop érudit. Oui, mais le génie des deux auteurs, c'est que j'ai pas forcément capté la moitié des références, mais c'est tellement bien écrit. Comme Fable en fait. Ça fait partie de ces couples d'auteurs. On parlait tout à l'heure de Brubaker et Phillips qui se sont trouvés. Mike Carey et Peter Gross, ils ont fait Lucifer avant chez Vertigo, qui était déjà très bon. Et là, il faut pas hésiter peut-être à tous taper d'un coup, à dire que de temps en temps je vais te larguer, mais c'est pas bien grave parce que je vais plus ou moins rattraper derrière le récit. Ça va assez loin, c'est une bande dessinée qui parle de la bande dessinée, qui parle de l'histoire à travers le monde avec cette curieuse qui parle de la littérature en fait. Voilà, c'est assez puissant, ça va assez loin. Mais moi j'ai jamais été vraiment perdu. Il y a quand même un fil rouge que tu devines tellement c'est bien écrit, tellement tu as des indices qui finissent par se rassembler. Mais c'est beau, c'est plutôt beau. Enfin, j'aime bien Peter Gross, ça reste un dé, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a notamment un découpage qui marche très très bien, je trouve. Et pour le coup, ça a une vraie fin. Ça vaut le coup. Si jamais, alors par contre, si jamais à la fin du premier volume, t'as vomi 2 fois, tu peux arrêter de suite. Mais si jamais t'es un tout petit peu hypé, vas-y derrière parce que c'est toujours intense et dès que ça diminue un petit peu, ça repart avec une espèce de Twitch hallucinant. Jordan, tu voulais réagir? Moi, je voulais juste rajouter parce que c'est beaucoup de références littéraires et c'est même beaucoup de références aux comics parce que moi, j'en parlais déjà à l'émission. Moi, c'était les références à la construction des images. Il y a un moment, une pleine page, on avait l'impression de voir du Tale of Script ou tout ce qui était comics des années 40, 50. Il y a des moments où on va avoir des références à des romans et on va parler du livre de la jungle dans le premier. Et on parle pas forcément que de l'histoire dans l'histoire. On parle de la construction de l'histoire par l'auteur. On parle du principe créatif. Ça parle d'anecdotes un peu. Et c'est ça qui était assez fort, c'est qu'il y a vraiment des problématiques dans cette bande dessinée là qui la rendent tellement riche. Et en 5 tomes chez Urban Comics, n'hésitez. C'est du grand Vertigo, c'est vrai que on parle des auteurs, il y a beaucoup de références et c'est directement des références aux auteurs et très peu aux personnages. On parle beaucoup de Bram Stoker et Mary Shelley, mais on parle pas de Dracula ou de Frankenstein. On va parler de George Orwell, mais pas de 1984. J'ai trouvé ça vachement intelligent. Par contre, c'est clair qu'il y en a une chier et qu'il faut pas chercher à essayer de tout comprendre. C'est ça qui m'a perdu un peu. Moi. Il faut pas chercher à. Si tu l'as pas, tu passes parce que ça va te détruire l'histoire. Sinon. C'est peut-être pas. Je trouve c'est pas un comics qui est adapté pour les. Oui, pour les jeunes. Il y a moins de références pour le coup.
il faut être un lecteur déjà, je pense, pour pouvoir attaquer ça. Mais ça peut être une bonne manière de commencer à devenir un lecteur. Les références de Fable sont peut-être plus universelles en fait. On sait tout ce qui est Blanche-Neige. Du coup, Jordan, tu gardes le micro, puisque je pense que tu es fan de Daily Class, non ? Qui est 5ème. Daily Class, Rick Remender, ah là là. Encore une bonne série, dis donc. D'ailleurs, qui sera bientôt adaptée en série télé. N'hésitez pas à réécouter toutes nos anciennes émissions, 1 sur 2. On parlait dans nos news. Deadly Class, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu de façon tragique ses parents à cause d'un homme qui s'est suicidé et il est tombé une femme ou un homme qui a sauté d'un pont et il est tombé sur ses 2 parents. Ce garçon-là a vécu dans la rue, il en veut à une seule personne, c'est à Reagan, président des États-Unis, parce que la personne qui s'est suicidée, c'est parce qu'elle était au chômage et que notre vie était misérable. Et une personne va arriver et va lui proposer quelque chose. Tu es un jeune homme qui a beaucoup de potentiel, alors rentre dans mon académie d'assassins. Et on va suivre cette académie, on va suivre en fait l'histoire de ce jeune homme-là, où il y a plein de gangs, plein de clubs, plein de... il y a les latinos d'un côté, il y a tout ce qui est les asiatiques. Voilà, exactement, on est dans un lycée. Et au fait, on va suivre le Breakfast Club de ce lycée-là, où une personne de chaque groupe se rejoint pour aller faire la fête, prendre des drogues et faire le mur et des conneries. Et peut-être un petit peu tuer des gens. C'est beau. Je sais que c'est Wes Craig au dessin. Jouni, si tu m'entends, j'aimerais en parler. On en reparle, merci, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a une case qui a beaucoup marqué Jouni, qui m'a marqué aussi parce que graphiquement il y a des expérimentations où on voit des personnages, où on voit une espèce de David et Goliath qui vont s'affronter et au fur et à mesure de la même case, le David est en train de grandir et le Goliath rétrécit pour échanger. Et il y a plein de jeux comme ça graphiques. C'est très particulier, c'est très expérimental et en même temps le scénario est classique et en même temps on se dit les rebondissements sont bien. C'est du Rick Remender. C'est une bonne série teenage avec plein de... C'est la combienième de bande dessinée de Rick Remender qui est dans notre top 10, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il a des pseudos et qu'il en a fait d'autres et on ne sait pas non plus. Mais oui, je vous le conseille, il y a 5 tomes ou 6 tomes pour l'instant et c'est toujours aussi bon. Parce que je les ai tous lus et je continue toujours et je remercie encore le Cultura de Saint-Onès de m'avoir présenté cette bande dessinée là. Voilà, je le dis fièrement. T'imagines, c'est la 2e émission qu'il écoute ton non mais voilà. Tu vois, je vais réécouter ce soir pour voir. Tu vois, t'avais pas besoin de venir, Tim. Mais voilà, franchement, ça me fait toujours plaisir de lire. Voilà. Tu veux en parler, Tim ? Est-ce que tu l'as lu à Daily Class ? Oui, mais alors je vais en parler très vite parce que du coup on arrive quand même vers la fin et il nous reste encore 5 trucs à faire. Daily Class, c'est effectivement c'est grandiose. C'est grandiose en dessin, en histoire. Ça me faisait penser surtout au film avec Johnny Depp. Où il se met drogue sur drogue, Las Vegas Parano. Le premier tome fait très Las Vegas Parano, mais c'est un bouquin teenage à lire. Effectivement, c'est très bien. On va passer vite du coup, parce que j'avais pas vu qu'on avait un peu dépassé. Du coup, le 4ème c'est Super Sons de Jorge Jiménez et Peter Tomasi. Si on me laisse faire, je veux bien prendre le micro parce que c'est vraiment ma dernière grosse hype. Super Sons, c'est, et je vais en parler de manière très courte, pour la première fois, le vrai fils de Batman et le vrai fils de Superman qui s'unissent contre le crime. Contre le crime, non pas vraiment, parce qu'en fait, ils se détestent. Donc ils passent leur temps à s'envoyer des grosses boîtes allant du « je suis plus grand, ouais, mais je suis plus vieux, ouais, mais tu fais 1m60, ouais, mais en même temps, je te casse la gueule. » Et c'est grandiose. De toute façon, leur grand-mère s'appelle Martha, voilà. C'est ça. Mais voilà. Gilles, tu l'avais mis dans ton top aussi. Si moi j'ai rien d'autre à si jamais tu veux y aller, mais concrètement, le dessin est au top, l'histoire est géniale. Le personnage de Damian en petit emmerdeur et d'un autre côté, il est parfait, mais d'un autre côté, on a Damian qui a été élevé pour être assassin. Là, pour le coup, c'est entraîné pour taper et né pour tuer. Et d'un autre côté, c'est ça. Et d'un autre côté, on a John qui est un paladin mais qui est un pecno quoi, donc bon ça... le pécor il revient, ça le cutérer et juste rajouter, c'est un petit peu le Teen Titan qu'on n'a jamais eu en France. En fait, c'est des trucs, ça a le même goût que le Teen Titan Year One ou des trucs qui sont partis chez DC Renaissance ou même avant aux États-Unis qu'on n'a jamais eu. Et pour une fois, ça fait plaisir parce que voilà, je suis un grand fan de Teen Titan. Et bim, Tim qui rebondit. Et justement, parce que moi aussi, je suis un grand fan de Teen Titans. Et il s'avère qu'en fait, apparemment, c'est les libraires, ils s'échangent comme ça. C'est un petit peu ça, mais c'est surtout qu'Urban attend le rendu de Super Sons pour décider s'ils vont rééditer ou non les Teen Titans en France. Et ça donne quoi pour l'instant ?
Et pour l'instant, la série a été annulée malheureusement. Mais concrètement, si je devais, je serais capable de donner mon corps pour qu'il le fasse. Très bien, très bien. C'est clairement pour moi la meilleure série Rebirth que j'ai lue. Parce que tout ce que j'ai attaqué pour l'instant, c'était des teasers de trucs à venir, d'events à venir. Et c'est la seule série pour moi où tu suis vraiment une vraie histoire sans te dire il va y avoir Justice League vs Suicide Squad dans 2 mois et on prépare ça, ou va y avoir un autre truc. Spoiler, c'est la seule série mainstream qu'on a eu dans le classement. Ouais. Voilà, mais elle le mérite. Il y a Batman Metal. Ouais, mais il est pas dans le classement. Il est pas dans le classement. Il est pas dans votre classement. Pourtant, je continue à dire qu'il le a eu mérite. 3, si vous voulez savoir. Il est quoi ? Il a eu 3 quand même. Donc il est il est en 12e. Du coup on va passer vite. Donc si personne lisez parce que c'est vraiment cool. Je pense que tout le monde autour de la table a kiffé. Le 3e c'est Fable. Je passe le micro directement à Mathieu parce que Vertigo. Fable en 5 minutes, donc c'est l'histoire des hop. En 1 minute. 2 minutes. 2 minutes. En 1 minute. Allez, 4. Donc c'est l'histoire des fables telles qu'on les connaît, Blanche-Neige, le grand méchant loup, Cendrillon et machin, qui se font virer de leur royaume comme des malpropres par un méchant adversaire et qui arrivent à New York et qui sont obligés d'y vivre. Et c'est un comics fleuve. Il y a beaucoup de tomes, mais il est grosso modo divisé en 3 saisons. Et on voit les aventures de ces gens-là qui sont assez loin des Walt Disney parce qu'il y a quand même un peu de cul, un peu de drogue, un peu de sang, un peu de meurtre. Et un énorme fil rouge avec d'abord qui est l'adversaire, ensuite l'arrivée d'un nouveau gros méchant et enfin une espèce de guerre civile sericide qui est voilà, c'est vraiment cool, ça se lit bien. Spoiler le dernier arc pour le coup sans faire de spoil ou quoi, il est important de noter que Fables, c'est ce qui a Fable en fait en français, c'est ce qui a permis la création de Once Upon a Time, parce que la série est directement inspirée de Fable. Mais et c'est aussi c'était bien le jeu vidéo de Wolf Among Us qui est grandiose et que je conseille plus que tout, qui est en train de ressortir d'ailleurs, qui est en train de ressortir en comics chez Urban, tout se tient, donc voilà, tout a un lien. Et tu vas repasser le micro à Tim qui va nous parler de I Kill Giant. Je pense que tu as envie d'en parler. I Kill Giants. I Kill Giants, qui est deuxième ex-aequo avec un autre titre. Le dernier chef-d'œuvre que j'ai lu. Comment vous en parler de manière extrêmement rapide. I Kill Giants, c'est une jeune fille qui dit qu'elle tue les géants. Où est la réalité, où commence la fiction, on ne sait pas. Pour ça, il faudra le lire. La vérité, c'est que les géants ne sont pas forcément réels. Les géants, ça peut être la vie de tous les jours, ça peut être le connard qui vous casse la gueule, ça peut être votre patron, ça peut être votre famille, ça peut être la maladie. Et I Kill Giants le montre à merveille. C'est une BD, quand on l'a fini, on a l'impression pas juste d'avoir lu un comics, pas juste d'avoir vu une peinture, on a vu un grand pavé qui est tombé dans la mare. Et ça représente vraiment I Kill Giants. Comme Scott Pilgrim, ça m'a fait le même effet. Et je passe à Jordan, du coup. Peut-être Romain, non ? T'as pas envie de dire un vu. C'est le meilleur qu'on ait lu cette année. En fait, il était premier dans le classement avant que les auditeurs arrivent, puisqu'on a été 5 à le mettre au moins dans le top 2. Je conseille aux auditeurs de le lire, c'est parce qu'ils l'ont pas lu sûrement. Lisez I Kill Giant et ne vous fiez pas au film. Ouais, ne le regardez pas, au pire c'est pas grave. Et juste parce que j'aime bien faire la promo sur celui-là aussi, lisez Joe Sacco, L'enfant intérieur, Grant Morrison, Sean Murphy. Pour moi, c'est à peu près dans la même veine de qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que voilà la dureté de la vie dans l'imaginaire d'un enfant. Voilà. Avec des dessins un peu mieux puisque c'est Sean Murphy. Non, le dessin de I Kill Giant est très beau aussi. Ça correspond exactement à l'histoire. Je trouve, il est extrêmement bien casté. On peut aimer ou ne pas aimer le dessin, mais pour le coup, quand on se laisse aller à la lecture, ça va parfaitement avec le. Lolita, t'as un petit mot à dire sur ouais, perso, j'ai pas trop accroché le dessin, mais c'est vrai que l'histoire était vraiment géniale et j'ai eu beaucoup d'émotions sur la fin, donc ouais, pareil, je le conseille. Je l'ai mis dans mon top 2. Voilà. Après, moi, je l'ai lu une fois, je l'ai dévoré et j'ai voulu le relire là ce week-end et je l'ai pas fini parce qu'en fait, ça m'a saoulé la deuxième fois que je l'ai lu. Je sais pas si vous avez essayé de le relire, mais. Oui, moi je l'ai fait. À mon avis, ça dépend du moment. Ouais. Faut vraiment y aller à tête reposée. On va vite enchaîner parce qu'on a plus beaucoup de temps. Mathieu, tu vas prendre le micro. Est-ce que tu veux nous parler de Black Hammer vite fait en 1 minute? Ah, il est premier, c'est bien. Non, il est deuxième. Il est deuxième. Non, il est premier. Vous nous emmerdez. Le premier, c'est lequel qui c'est Jeff Lemire au scénario et j'adore ce mec-là au dessin. J'ai bouffé Dean Ormston, voilà. Et ça raconte l'histoire de super-héros qui se battent contre un gros méchant cosmique dans la ville qu'ils défendent et qui, à la fin du combat, se font mystérieusement téléporter dans une espèce de ferme de hillbilly et de cutéreux. Voilà, il y en a partout. Et sauf qu'ils peuvent pas en sortir, sinon ils meurent parce que l'un d'eux a essayé et ils sont obligés de commencer à vivre un peu comme des pecnos dans cette espèce de ville qui semble très 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 curieuse. Et dans le même temps, donc on s'aperçoit
s'aperçoit que la ville autour d'eux est peut-être un peu plus que ce qu'elle semble être. On a dans le même temps encore des flashbacks de ce qui a pu se passer, où tu présentes un peu ces différents personnages. Et même ce qui se passe dans la ville qu'ils ont quittée, où il y a la fille d'un des personnages qui tente quelque chose aussi. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, et en plus c'est une histoire d'amour, c'est une ode aux comics de super-héros que fait Jeff Lemire. C'est gavé de références, mais là aussi c'est intelligent, c'est pas des références que tu vas pas forcément comprendre. Mais voilà, chaque personnage représente tel ou tel personnage ou telle grande maison d'édition, et pour le coup, tout ça a l'air très hétérogène, mais non, c'est super bien écrit. Dean Ormston au dessin, j'adore. C'est vraiment beau. Parce que c'est glauque, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est super glauque. Il va te dessiner un enfant, tu vas pas dire il est mignon, tu vas dire il est possédé par un démon, il va m'égorger. Très bien. Et pourtant ça passe super bien. Il y a une ambiance inquiétante et oppressante dans ce comics, et c'est très riche. D'ailleurs, ça va être développé dans énormément de spin-off aux États-Unis. Il y a un nouvel univers qui a été créé, j'adore. Vas-y, Jordan, lâche-toi. Ouais, je vais faire ma punchline de l'émission. Pour moi, c'est le Watchmen de Jeff Lemire. C'est son ode au super-héros, c'est sa réécriture du super-héros. Tu l'as pas mis dans ton top d'ailleurs Black Hammer ? Ouais, t'as pas mis. Je pense que j'ai juste oublié comme un idiot que je suis, parce que j'ai ton top, c'est vraiment... Lock and Key, Killer Be Kill, Fable, Unwritten, Deadly Class. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y avait Fable aussi. Il y avait trop de bonnes choses, j'ai trop hésité. Voilà, j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit qu'est-ce qui prend le plus de place, j'ai vu Fable, et je me suis dit bon, il faut que je le mette dedans quand même. Ok, et bah le dernier, est-ce que Tim, tu veux reprendre la parole ou quelqu'un d'autre l'a lu Lock and Key, t'étais là pour l'émission, non? Bah vas-y, lâche-toi. Lock and Key, c'est cool. C'est tellement génial. Bien. Moi, allez voir ma vidéo dessus. Oh la pauvre mot. Lock and Key, c'est une série qui sera en 6 volumes chez iComics parce que l'intégrale n'est plus dispo parce que Milady a coulé, où on va suivre l'histoire d'une famille après le décès du père assassiné par des anciens élèves. Après ce drame familial, déjà, je pense que personne ne va bien, on est un peu tous dépressifs, et un des enfants, le plus jeune, va trouver une clé. Une clé un peu étrange, une clé qui lui ouvre une porte, et cette clé va lui permettre de quitter son corps. À partir de ce moment-là, on va se poser une question. Où sont les autres clés ? Combien il y en a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à quoi elles servent ? Toutes. C'est assez profond, c'est assez noir. C'est fait par Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Donc, vous allez voir les mêmes codes, vous allez voir les mêmes choses qu'un bon Stephen King. Ah bon on en parlera après micro. Mais Tim, on retrouve les mêmes codes. Ce que disait Tim, c'est que c'est le lien entre ce que fait. Oui, je trouve que ta comparaison est bien. Ce que fait Neil Gaiman et ce que fait King, c'est un peu entre les deux. Et du Lovecraft qui vient par-dessus être saupoudré pour l'ambiance un peu psyché des personnages, avec une intrigue qui est tellement bien ficelée. Il y a des gens où des fois ils font filez-moi votre coup de cœur. On leur file Lock and Key et puis le surlendemain ils viennent, ils font elle est où la suite? Ouais. Voilà, c'est ça Lock and Key. C'est un truc qui m'a rendu barre. Je remercie d'ailleurs mon collègue parce que je ne connaissais pas Lock and Key avant de faire libraire et il m'a dit mais lis ça. Et j'ai pris le premier tome en disant ouais bon ça a l'air sympathique et tout. Il m'a rien dit de plus. Et le lendemain je viens, il fait où est la suite? Et le lendemain j'ai pris tout ce qu'il y avait, j'ai tout lu, j'ai tout dévoré, j'étais comme un fou parce que j'adore essayer d'imaginer ce qui va se passer après. Qu'est-ce que tu penses de la fin d'ailleurs? Mais j'adore la fin. Je me suis arrêté au 5e moi. La fin justement trouve les problématiques qu'on retrouve dans tous les bouquins de Stephen King. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un lien. Allez, attention, on passe à Tim. Je finis et effectivement moi j'en profite pour remercier parce que c'est pareil, je l'ai découvert parce que le mec du stand Milady au salon de Paris, pour me remercier d'avoir vendu autant de trucs, il les a filés les 3 premiers qui étaient sortis et c'est comme ça que j'ai découvert Lock and Key. Et effectivement je pense que le premier tome c'est du Stephen King mais qu'après il s'en sort complètement. C'est pour ça je recommande, si vous avez aimé Lock and Key, lisez Joe Hill. Si vous n'avez pas lu Lock and Key, lisez Lock and Key et ensuite lisez du Joe Hill parce que c'est un auteur qui vaut vraiment vraiment la peine. Et allez écouter l'émission, on l'a fait dessus. Oui, allez voir la vidéo aussi. Et bientôt la série télé. Et ouais, la série télé sur Netflix qui vient de racheter le truc, donc on sait jamais, ça peut être bien. Pourquoi pas, c'est Netflix. C'est Netflix, moi je pense que ça peut le faire. Est-ce que autour de la table, qu'est-ce que vous avez un petit mot vite fait? Lolita, qu'est-ce que tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. Mathieu? Voilà, ça pareil cool. que Lolita. Achetez-le. Je vais lire la suite. Alors ça tombe bien parce qu'en fait le premier tome est dans mon sac, du coup je peux le passer à l'un de vous deux. Il est bien, c'est génial. Quand on est poli avec moi je les prête pas parce que j'ai les intégrales, mais il est très très bien. Moi j'adore aussi, ouais. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'on fait un dernier tour de table parce que j'ai pas noté, mais votre comics préféré du coup pour le coup, Jordan? En comics en tout?
Ouais, celui que t'as élu premier. Je sais plus, je crois que j'ai mis Lock and Key. Ouais, t'as mis Lock and Key. J'ai mis Lock and Key, bah tu vois. C'est pas de l'originalité. En plus, je suis un peu triste de l'avoir mis. En même temps, il y avait pas le choix, quoi. C'est quand même le comics qui ressort de cette année. Johnny qui n'est pas là avait mis Deadly Class. Ouais. Ça change pas de Johnny. Moi, mon premier, c'était La jeunesse de Picsou, parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis libraire. Non, c'est I Kill Giant que tu as mis en premier. Oui, mais parce que ça dépend quel tome c'était. Mais sinon, I Kill Giants dans les derniers tomes sortis, ouais, parce que celui-là, c'est le chef-d'œuvre le plus récent. I Kill Giant. I Kill Giant. C'est Dr. Afra, c'est Star Wars de Kieran Gillen et Kev Walker. Non, c'est vachement cool. Non, t'avais eu Black Hammer. Non, Dr. Afra était 4ème. Non, c'est vraiment cool pour du Star Wars en comics, on se fait tellement chier sur le reste. Je suis en train de lire le Vador qui passe en ce moment dans les comics. C'est super sympa. Je suis agréablement étonné. Parce que fait Kieran Gillen chez Star Wars et le début de Jason Aaron en comics. Mais non, c'est sympa, Dr. Afra. Ça ferait un bon film spin-off, tiens, Disney. Et t'avais mis Moon Knight aussi dans ton top. Le 3ème Star Wars aussi qui a été fait de Aaron, qui raconte du coup pourquoi Luke a fini sur Coruscant ou la planète de Yoda. Ah, le Lita. Ouais. The Fix. C'était super. Ok, et du coup, Gilles. Moi j'avais mis I Kill Giant, mais je change avec Lock and Key, je t'avais dit, mais t'as pas voulu faire le changement là. Fallait pas le dire à la dernière moment. Du coup, c'est 19h, c'est fini, on va laisser Gilles a gagné le concours. Voilà, Gilles a gagné le concours. Bravo Gilles. On se retrouve tout le long de l'année. Restez, si vous nous écoutez que sur Radio Campus, venez sur le SoundCloud ou sur le flux RSS. On va faire des émissions tout le long de l'année, de l'été, excusez-moi, et on se retrouve en saison 3. Allez, bye. À la gros bisous. À bientôt.